Et pourquoi pas moi? Par où on commence? Moi aussi, ça m'arrive. Est-ce que tu t'es déjà posé ces questions? Alors si oui, tu es au bon endroit. Hello, moi c'est Coraline. Et moi, c'est Sarah. On t'invite pour Un cocktail d'échange, créer de nouvelles possibilités. évoluer sereinement. Reboostons-nous! Aujourd'hui, j'aimerais beaucoup parler avec toi d'un nouveau sujet. Bon, tu me diras, comme à chaque fois, on a toujours 1 million de sujets à aborder entre nous, mais c'est vrai que c'est une question, pour le coup, qui m'a déjà été posée et que je trouve hyper intéressante. La question étant, comment on fait et qu'est-ce qu'on fait quand on traverse des montagnes russes émotionnelles, quelle que soit la problématique. Là, je pense qu'on va parler peut-être d'un peu tout confondu, mais de manière générale, comment est-ce qu'on fait pour les traverser? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on a des conseils pour mieux les vivre, pour peut-être qu'elles durent moins longtemps? J'en sais rien. Enfin voilà, en tout cas, qu'est-ce qu'on peut apporter comme éclairage autour des montagnes russes émotionnelles? Très très gros sujet. Je pense que peu importe qui on est, peu importe notre situation, on va traverser des montagnes russes émotionnelles. On va passer d'un état où tout va très bien, on a des très bonnes nouvelles, tout se passe à merveille, et le lendemain, pourquoi pas, se casser littéralement la figure. Et c'est drôle que tu me parles de ça parce que très honnêtement, je vis les montagnes russes émotionnelles depuis maintenant plusieurs mois. J'en parle pas forcément sur les réseaux, même si j'ai un petit peu libéré la parole sur une thématique. Mais c'est vrai que de manière générale, je vis d'incroyables montagnes russes dans plusieurs domaines de ma vie. Je vis les montagnes russes dans le domaine professionnel, dans le domaine du foyer, le domaine personnel, la santé, etc. Enfin bon, ouais, je suis vraiment dans un parc d'attractions perpétuel, quoi. C'est tous les jours, je fais un nouveau manège, c'est absolument incroyable. Alors j'aime bien les manèges, j'aime bien les parcs d'attractions, mais c'est vrai que, quand ça te concerne, c'est un c'est un peu le rodéo, là. Et je pense que déjà, la première chose que j'ai envie de dire par rapport, aux montagnes russes, c'est qu'on apprend beaucoup avec le temps. On apprend beaucoup de nos expériences parce que forcément, quand c'est, une première grosse montagne russe qu'on se prend, sur un sujet, qu'on n'avait encore jamais vécu, on peut être un peu déboussolé parce que voilà, on est surpris, on s'y attend pas. Donc on est un peu envahi de tous nos sentiments, de plein d'émotions. On sait pas trop comment gérer la chose et on se laisse un petit peu des fois submerger. Et je pense que, bah, plus on avance dans la vie, plus on rencontre, certaines expériences, certains obstacles et du coup, des montagnes russes. J'ai presque envie de dire qu'on commence à s'y faire et qu'on commence un petit peu, à être rodé pour gérer et appréhender certaines situations. De manière un peu plus, parlante, parce que là, ça peut paraître peut-être un peu flou. Je vais dire que, déjà, quand on apprend une nouvelle, parce que du coup, forcément, quand tout va bien, il y a aucun enfin, j'ai pas de conseils à donner parce que tout va bien, hein. C'est que si tout va bien, c'est que tout va bien. Mais si, par exemple, vous apprenez de mauvaises nouvelles, vous êtes face à quelque chose, que vous attendiez pas, je pense que toi et moi, on va être d'accord sur le fait de dire qu'il faut accueillir. Faut accueillir la nouvelle. Faut accueillir les émotions et les sentiments qui nous submergent face à cette nouvelle. Et puis après, faut réussir, j'ai envie de dire réussir parce que, je pense que ça s'apprend vraiment. Il faut apprendre à prendre de la distance, à se dire: «OK, heu, OK, je suis en colère, OK, je suis triste, OK, je suis envahie par telle émotion. Je la vis, je me laisse le temps qu'il me faut pour la vivre et ensuite, bon, OK, maintenant, va falloir passer à l'action parce que de toute façon, une émotion, un sentiment, c'est le signal que notre corps nous envoie pour dire: «OK, on a reçu l'info, maintenant, il faut faire quelque chose». Faut pas rester dans un sentiment de broyer du noir, être en colère, tous les jours pendant une semaine, ça sert à rien. Être triste pendant une semaine, ça sert pas à grand chose non plus. Il faut faire une action pour, hem, avancer. Et du coup, ouais, je pense que accueillir et ensuite réussir à se détacher personnellement et prendre de la distance, prendre de la hauteur, prendre du recul et aussi, du lâcher prise. Je pense que c'est vraiment, les choses qui me viennent en tête parce que c'est clairement ce que j'ai traversé et c'est clairement, les étapes par lesquelles je suis passée
et pour moi, c'est un peu la clé pour ensuite, passer à l'action et aller vers une solution. Voilà, je te laisse la parole si tu as envie de rebondir sur certaines choses ou déjà nous parler de peut-être de choses que tu as traversées ou de solutions que tu as mis en place. Bah, je trouve que ce que tu as partagé, c'est hyper intéressant et de toute façon, c'est un petit peu la base. Je vais revenir sur certains points parce qu'il y a des petites choses sur lesquelles, je voulais rebondir, peut-être un peu plus profondément. Mais de manière générale, déjà, je pense que oui, tu as raison de le dire, on traverse tous des montagnes russes. C'est OK de traverser des montagnes russes. C'est OK de pas se sentir bien et ça, je pense qu'il faut bien l'entendre parce que la première chose, c'est que très souvent, on va culpabiliser de se sentir mal ou on va se flageller de se sentir mal et ainsi de suite, au lieu de s'autoriser à se sentir mal. Et ça, je pense que c'est important, c'est qu'on s'autorise à être heureux, mais on a le droit aussi de s'autoriser à être malheureux par moment ou à être en colère. Là, je dis malheureux, mais bon, bref, toutes les émotions qui peuvent être désagréables. Hem et moi, ce que je trouve hyper important à dire, et je trouve qu'on le sait encore trop peu aujourd'hui, alors je sais pas si on en a déjà parlé ici parce que je donne beaucoup de formations sur la thématique des émotions, donc moi j'en parle toutes les semaines, mais je sais pas si on en a déjà discuté ou pas ici, mais comme tu le disais, déjà l'émotion c'est un indicateur qui est là pour nous protéger, qui veut notre bien, donc une émotion, elle n'est pas positive, elle n'est pas négative, elle est toujours positive parce qu'elle vient toujours là pour nous protéger, pour notre bien-être. Maintenant, elle est désagréable parfois quand c'est de la tristesse, de la colère et ainsi de suite, ou agréable quand c'est de la joie. Mais surtout, par-dessus tout, la chose qu'on oublie trop souvent et donc qui ne nous permet pas de sortir de cette émotion, c'est que quand on vit une émotion, c'est qu'on a un besoin qui n'est pas comblé ou qui est comblé quand c'est de la joie. Mais bon, là, comme tu le disais, on va prendre le contexte d'une émotion qui est désagréable pour nous. Et donc, par exemple, j'en sais rien, quand on vit de la peur, c'est que on a besoin d'être rassuré, on a besoin d'être protégé, on a besoin de se sentir en sécurité. J'en sais rien, ça peut être tout plein de choses, ça va dépendre des mots aussi de chacun et de la perception de chacun, mais en tout cas, on a un besoin de cet ordre-là qui n'est pas comblé, qui n'est pas respecté à ce moment-là et qui fait du coup que ça nous déclenche de la peur. Et donc le meilleur moyen de répondre à une émotion et de faire en sorte que cette émotion petit à petit parte, c'est de comprendre quel est notre besoin et de poser une action en place, en effet, en fonction de ce besoin auquel on a besoin de répondre. C'est ce qu'on appelle généralement le rééquilibrage visé. C'est une fois qu'on a trouvé le besoin qui n'est pas comblé, quel rééquilibrage on fait pour justement combler ce besoin qui ne l'était pas au départ. Bon bref, c'est toute une histoire, mais je trouvais que c'était intéressant de partager un petit peu là-dessus pour vraiment comprendre le processus et un peu de tout ça. Mais en tout cas, comme tu le disais, la première étape, c'est déjà d'accueillir l'émotion, parce que je pense que finalement, déjà là, on perd 80% des personnes. Combien de personnes ici ne le font pas? Et moi, en tout cas, je me mets dans l'eau et je pense que je me trompe pas si je dis que toi aussi, ça a pu t'arriver de ne pas accueillir une émotion. Je pense que ça nous arrive beaucoup moins aujourd'hui parce qu'on est beaucoup plus en conscience de ce qu'on vit et on sait l'importance que ça a. Mais en tout cas, ça nous est arrivé à tous, donc c'est complètement OK. Mais la première étape, c'est vraiment ça, c'est accueillir l'émotion, accueillir ce qu'on vit, accueillir les sensations, se dire que c'est OK de le vivre. Et vraiment, moi, c'est des choses souvent que je me répète intérieurement. C'est OK là que j'ai peur, c'est OK que je sois triste et ainsi de suite. Et à partir de là, en effet, du coup, bah, trouver quel est le besoin qui n'est pas comblé et comment je peux moi-même, si possible, c'est l'idéal, trouver, poser une action, faire quelque chose qui va répondre à ce besoin, qui va donc me permettre de gérer cette émotion-là à travers de l'autorégulation, donc à travers moi-même finalement. Je suis entièrement captivée par tout ce que tu racontes. J'ai l'impression que tu nous fais une masterclass. Vraiment, c'est incroyable. C'est des petites pépites d'informations que tu nous donnes. Merci pour toutes ces précisions, toutes ces informations. Je pense que ça va aider pas mal de gens. Et je voulais savoir, est-ce que de manière générale, par exemple, tu as un exemple que tu utilises justement dans tes formations pour un petit peu illustrer un petit peu ce processus ou du moins comment nous, on peut se questionner parce que c'est vrai, quand tu apprends ta mauvaise nouvelle et que tu es submergé par l'émotion, généralement, tu ne vois plus que ça et tu as du mal à avoir cette prise de recul et te dire: «Attends, bon là, calme-toi, tu sais, d'après Coraline,
que le sentiment et l'émotion que enfin, surtout l'émotion que tu es en train de vivre, c'est parce que tu as un besoin à aller, combler et du coup, il faut analyser et je trouve que c'est un petit peu ce moment-là qui est toujours un petit peu délicat de te dire: «OK, est-ce que là, j'ai suffisamment vécu mon émotion et je peux passer à l'analyse, savoir, bah, finalement, qu'est-ce qui est pas comblé chez moi et ensuite comment je peux y remédier?» Voilà, je sais pas si tu as des petits tips là-dessus, par rapport à ton expérience personnelle ou par rapport aux connaissances que tu as sur ce sujet? Alors moi, je crois que ça part d'encore plus loin que ça. Parce que, bah, du coup, pour former pas mal de personnes sur ces thématiques-là, j'ai toujours les mêmes choses qui reviennent. En fait, la première chose, c'est qu'il faut connaître nos émotions. Bien avant de se dire: «Voilà, je vais la traverser, je vais analyser, je vais machin», la réalité et tu le vois très certainement et moi aussi encore parfois ça m'arrive, hein, quand tu te sens pas bien, tu vas dire: «Je vais pas bien, je vais mal, je me sens pas bien», j'en sais rien comment tu vas le dire, mais tu vas jamais dire: «Je suis» enfin jamais dire. Au départ en tout cas, après ça s'apprend. On ne dit pas trop: «Je suis triste, je suis en colère, je suis désespérée», enfin j'en sais rien, des mots qui vont utiliser vraiment, une émotion. Et donc la première étape, c'est de comprendre quelle est ton émotion. Parce que moi, j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent: «Oui, mais c'est bien, mais là, par exemple, en ce moment, je me sens mal». Mais ça veut dire quoi se sentir mal? Et en effet, ça ne veut rien dire. Tu peux te sentir mal parce que tu es en colère, tu peux te sentir mal parce que tu as peur, tu peux te sentir mal parce que tu es stressé, parce que tu es triste. Bref, il y a 1 million de solutions à ça. Et donc, moi, ma réponse, et je sais que c'est compliqué, mais pour déjà comprendre quelle est ton émotion, c'est revenir à ton corps. Et petit à petit, tu vas comprendre, par exemple, que, là, en ce moment, tu ressens une boule au ventre et donc tu te dis que peut-être que c'est de la peur ou peut-être plus du stress, tu sais pas exactement. Bon, tu vas, la première fois, rester avec ça et puis au fur et à mesure, là, je sais pas, tu vas passer un entretien d'embauche et de nouveau, tu as la boule au ventre. Ah, peut-être que là, c'est du stress d'aller passer l'entretien d'embauche et en fait, c'est à force de revoir à plusieurs reprises que j'ai toujours les mêmes sensations dans le même type de situation, que je vais pouvoir comprendre quelle est l'émotion, quel est le ressenti que j'associe à ça. Donc ça, c'est déjà un travail qui est très, très long, surtout en tant qu'adulte quand on n'a pas été accompagné, à traverser tout ça pendant notre enfance. Quand on a été habitué notamment à réprimer nos émotions et ainsi de suite, ça demande déjà pas mal de travail, rien que cette première étape. Donc je pense que juste ça, c'est déjà beaucoup. Et une fois du coup qu'on a réussi à poser un mot sur l'émotion, déjà en général, elle baisse d'intensité à partir du moment où on a compris quelle était cette émotion. Mais malgré tout, je crois qu'en effet, il faut laisser un temps pour la traverser, pour s'autoriser à pleurer, à crier, à taper dans un coussin, à j'en sais rien, à faire ce qui est nécessaire de faire à ce moment-là. Et comment est-ce qu'on sent que c'est bon? Moi, pour moi, c'est juste une question, encore une fois, d'intensité. Je vais prendre un exemple qui est assez extrême, mais par exemple, quand, je sais pas, quand tu perds quelqu'un de ta famille qui décède, tu vas être très triste, très certainement, enfin voilà, en tout cas, si tu t'entends bien et tout avec. Dans un cadre, je vais partir de quelque chose de banal. Tu vas être très triste, mais à un moment donné, tu vas bien sentir qu'il y a des moments où cette tristesse se calme et des moments où cette tristesse revient de nouveau. Tout simplement parce que ça, on en parle très peu aussi, mais en fait, une émotion pour être vécue complètement et pour que un événement soit intégré à l'intérieur de toi, tu as besoin de revivre plusieurs fois l'émotion. Mais ça veut pas dire que, pendant 10 jours, tu vas pleurer en continu le jour où tu vas perdre cette personne. Peut-être que tu vas pleurer 2 heures et demie d'affilée, j'en sais rien, le premier jour, parce que tu en auras eu besoin. Puis tu vas te calmer, ça va aller. Le soir, ça va revenir, tu vas repleurer 2 heures et ainsi de suite. Mais donc après ces 2 heures et demie, ces premières 2 heures et demie où tu as fini de pleurer, cette première émotion est déjà partiellement passée et donc déjà à ce moment-là, potentiellement, tu peux commencer à analyser. Bon là, en l'occurrence, du coup, c'est la perte d'un être cher qui, a été mise en cause. Donc ça peut être le besoin de te sentir rassuré, parfois, tu as l'impression du coup que tu es vide, donc c'est le besoin de retrouver une contenance à l'intérieur de toi. Il peut y avoir plein de choses à nouveau en lien avec ça. Mais du coup, à partir du moment où ces 2 heures et demie là sont passées une première fois, tu vas pouvoir analyser, comprendre ce besoin et une fois que tu as compris ce besoin, mettre une action en place pour commencer à y répondre et bien évidemment, comme je le disais, cette émotion va revenir et de nouveau, il va falloir retravailler sur le besoin et ainsi de suite et tu vas faire des va-et-vient jusqu'au moment où cette émotion va être complètement intégrée, l'événement va être, intégré et rangé en on va dire dans ton cerveau et tu vas pouvoir du coup avancer et passer à autre chose.
Je trouve que le sujet est très passionnant et j'espère, vous qui nous écoutez, vous êtes d'accord avec ça parce que tu l'as bien évoqué et je suis complètement d'accord avec toi. Je sais pas si c'est le cas maintenant au niveau des jeunes qui sont jeunes maintenant, mais quand j'étais petite, que j'étais à l'école, j'ai pas souvenir, d'avoir étudié les émotions. Je pense, vraiment à un gros manque d'informations à ce sujet et de pas connaître toutes les émotions et d'ailleurs, je vous invite à aller regarder sur Google la roue des émotions parce que je trouve que c'est un très bel outil qu'on devrait tous avoir à la maison parce que, je pense qu'il y a énormément d'émotions qu'on n'a pas idée. C'est-à-dire que nous, vraiment, on se dit: «Bon, bah, il y a la joie, la colère, le bonheur». Mais en fait, il y a comme des toutes sous-catégories qui, du coup, te permettent vraiment de te dire: «OK, je suis triste, mais qu'est-ce qui se passe un petit peu là-dedans? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui s'entremêlent?» Et je trouve que d'avoir la roue avec toutes les émotions, ça te permet de te questionner. Est-ce que c'est plutôt ça? Est-ce que c'est plutôt ça? Ou est-ce que c'est les 2 et à quel degré et pourquoi? Donc je trouve que c'est bien que tu aies évoqué ça et je t'avoue que depuis que je m'ai née, vraiment dans tout ça, je me dis: «Mais j'espère qu'aujourd'hui, à l'école, on insiste vraiment sur les émotions auprès des enfants, qu'on insiste sur le fait de parler de nos émotions» parce que, comme tu le disais, je pense qu'on est nombreux à avoir, dû mettre de côté certaines émotions parce que l'éducation voulait que. Moi, je sais que, mon père m'a toujours dit: «Pleure pas, pleure pas, tu as pas à être triste, pleu» mais je suis une fille, mais pleurer, c'est pour les fillettes. Bah oui, bah génial, je suis une fille, donc pourquoi j'ai pas le droit de pleurer en plus, tu vois? Enfin, tu sais, il y a des trucs comme ça, franchement, c'est ridicule qu'on soit homme ou femme, on c'est humain de pleurer. Faut arrêter de genrer faut pas genrer les émotions, en fait. Les émotions, la colère, en tant que femme, on peut la traverser et ça peut être une colère très violente. C'est pas que masculin, c'est pas réservé qu'aux hommes. Et donc à chaque fois, du coup, en plus d'être triste, j'étais énervée à l'époque. Quand j'entendais mon père me dire ça, tu me mettais devant un film qui me faisait pleurer parce que ça me prenait aux tripes, j'avais envie de pleurer, puis je voyais mon père qui était là en train d'attendre la larme couler sur mon visage pour me dire: «Ne pleure pas, c'est ridicule, c'est un film, pourquoi tu pleures? Arrête de pleurer» et puis alors quand je me prenais à réflexion, bah, j'étais en colère. J'étais en colère parce que, bah, j'ai le droit de pleurer en fait. Et du coup, je trouve que selon notre éducation, effectivement, on a beaucoup bloqué des émotions et heu et du coup, en les bloquant, bah, on n'approfondit pas la recherche de savoir si on est plus triste, on est plus en colère et puis, ouais, voir ce qui n'est pas comblé derrière parce que, je pense que les émotions ont énormément à nous apporter au niveau de nos valeurs, au niveau de nos besoins et aussi au niveau de notre caractère, quoi. Complètement. Et je pense que là, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose pour le coup en termes d'émotion. C'est que, alors il y a notre éducation bien évidemment qui nous construit. Au-delà de ça, il y a la société qui nous construit. Et on est dans une société où, comme tu le disais, quand tu es une fille, soit tu es triste, soit tu es joyeuse. Et quand tu es un homme, soit tu es joyeux, soit tu es en colère. Un homme n'a pas le droit d'être triste, il doit être fort, c'est bien vu quand il est en colère, c'est d'ailleurs, plutôt pas mal quand il est en colère. Par contre, une nana en colère, c'est pas bien vu du tout, mais une nana qui pleure, c'est hyper bien vu. Et ce que ça a créé aussi, et c'est là où on parle d'émotions secondaires. Alors les émotions secondaires, ça peut être tout un tas de choses, soit les sous-catégories comme tu parlais, soit un mix d'émotions qui, par exemple, serait, la honte, c'est un mix de peur et de culpabilité, donc ça fait une nouvelle émotion. Mais il y a aussi les émotions qui cachent d'autres émotions. C'est-à-dire, et là je suis sûre que par exemple toutes les nanas qui nous écoutent vont se reconnaître, le nombre de fois où il se passe un truc horrible pour nous, et au lieu de se mettre en colère, très vite on va se mettre à pleurer, on va se sentir triste. Parce que on nous a tellement pas laissé la possibilité de ressentir la colère, c'est tellement mal vu qu'en fait, il y a une émotion qui va venir cacher une autre émotion. Et dans l'autre sens, tu regardes les hommes, et même dans le cadre de deuil ou de choses comme ça, souvent les hommes, ils vont être tristes genre 30 secondes, et puis ils vont basculer dans de la colère ou dans de la rage. Ouais, mais c'est parce que le médecin, il a pas bien fait son boulot, c'est parce que si, c'est parce que ça. Et très vite, ils vont partir dans ce sens-là. Et en fait, du coup, on n'est même plus sur la bonne émotion, et donc c'est encore plus compliqué d'aller réguler une émotion qui n'est pas la bonne. Donc là, tu vois, tu rentres dans un cercle où autant te dire que oui, là, en termes de connaissance de soi, il faut repartir bien, bien, bien en arrière pour comprendre tout ce qui se joue, quoi.
Franchement, je suis trop contente qu'on a abordé cette thématique et qu'on échange toutes les 2 sur le sujet parce que l'une et l'autre, on rebondit sur d'autres choses et ce point-là, je pense qu'on est très peu à l'avoir entendu. Hem, Même moi qui, m'intéresse à ce genre de choses, je ne le savais pas vraiment ou du moins j'en avais pas conscience qu'effectivement, en tant que femme, on a ce réflexe de pleurer dans n'importe quelle situation, alors que c'est la colère qui veut primer, c'est la colère qui veut se faire entendre et nous on est là: «Chut, ça c'est pour les mecs, vas-y, nous on pleure». Et c'est horrible en fait, c'est horrible parce que du coup, il y a rien qui est respecté, tu vois? Je pense que c'est ça aussi qui chamboule pas mal de choses et je pense que c'est aussi, du coup, ce manque de liberté, de connaissance au niveau des émotions qui fait qu'on va réagir pas comme il faudrait, entre guillemets, qu'on réagisse et qui va ralentir tout le processus et on va se traîner des semaines, des mois, peut-être même des années d'émotions qui sont, chamboulées à l'intérieur de nous parce que, la partie qui veut se faire entendre, elle est pas écoutée parce qu'elle est remplacée, comme tu dis, par, la tristesse, tu vois? Enfin, Mmh. c'est génial que tu nous aies parlé de ça parce que je pense que ça va beaucoup aider toutes les personnes qui nous écoutent et moi, ça va vraiment m'aider. Je pense à mettre le doigt sur certaines choses quand je vais vivre des montagnes russes, des émotions et surtout, je pense que de toute façon, c'est toujours une question de conscience. Quand on a conscience de quelque chose, tout d'un coup, ça s'éclaire et je pense que là, franchement, il faudra que je le teste, quand je vais vivre une prochaine montagne russe, mais maintenant que tu me le dis, je vois plusieurs événements passer où j'aurais aimé hurler, j'aurais aimé me mettre en colère, j'aurais aimé, heu, crier haut et fort ce que je pense et au final, j'ai pleuré et je n'ai pas parlé. Donc il y a rien qui va, en fait, dans la situation. Mais c'est clair, mais après on a tellement été habitués comme ça et puis je pense que du coup ça devient un engrenage et je le vois quand je forme les gens et encore une fois moi la première, je me suis retrouvée dans ces cas-là très régulièrement. Mais en fait, il y a une réalité qui est qu'aujourd'hui on se pose la question d'accompagner les enfants dans leur régulation émotionnelle. Donc contrairement à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, déjà on commence à se dire que finalement pour la construction émotionnelle de l'enfant c'est important de l'accompagner. Mais les personnes qui l'accompagnent ne comprennent rien à leurs émotions, ne savent même pas ce qu'est une émotion et ne savent pas comment se réguler eux-mêmes en tant qu'adultes. Et à partir de là, comment tu fais pour accompagner un enfant alors que tu sais même pas accompagner l'adulte, tu vois? Et je me dis, c'est là où ça reste hyper compliqué parce que tout à l'heure, tu disais à juste titre, j'espère qu'aujourd'hui, on va de plus en plus en ce sens-là et dans un sens, oui, et en même temps, du coup, c'est toute une génération d'adultes qui devraient avant tout être formé à ces connaissances-là, tu vois, pour que, dans un deuxième temps, on puisse vraiment accompagner les enfants. Enfin, c'est quelque chose qui est très, très compliqué et là, finalement, là où on a mis le doigt, c'est un peu sur, tout ce qui est stéréotype de genre, en fait. Ouais. Le fait que, voilà, comme tu disais, et encore toi, tu l'as eu un peu à l'inverse, mais en général, c'est, tu un garçon, tu pleures pas, tu dois être fort, tu dois être courageux. T'es une fille, ah ben toi tu dois être sensible, tu dois pas te mettre en colère, c'est vilain une fille en colère, et plein de réflexions comme ça et en fait ça touche vraiment à ça de manière générale et donc à notre construction entière finalement. Pour moi, c'est clairement une problématique au niveau de la société. Après, ça n'engage que moi, c'est mon avis. Je vous demande pas d'être forcément d'accord ou pas avec ce que je vous dis parce que ça peut peut-être, toucher certaines personnes, mais j'ai l'impression et c'est malheureux, enfin je trouve que c'est malheureux, qu'il y a énormément de personnes qui, à partir du moment où elles quittent l'école, considèrent que ça y est, j'ai acquis toutes les connaissances qu'il fallait. Et je trouve qu'on a vraiment perdu le sens de l'école. J'ai l'impression qu'on n'apprend plus aux enfants à leur dire l'école te montre comment apprendre, te montre comment chercher des informations. C'est que le début en fait. On est juste là pour apprendre un petit bout, parce qu'il faut quand même avoir un minimum de connaissances pour rentrer ensuite dans le monde adulte. Mais je trouve qu'on ne répète pas assez aux enfants, aux ados, aux jeunes adultes, il faut continuer à être curieux, à aller chercher des infos, à aller chercher c'est quoi toutes les émotions qu'on traverse pour ensuite du coup les comprendre. Là, je le rapporte aux émotions, mais je trouve que c'est tellement valable dans tous les domaines. Je pense qu'avec de la curiosité, on peut faire changer beaucoup de choses et on peut aussi, nous, prendre conscience de beaucoup, beaucoup de choses parce que, quand on est curieux, on va chercher des infos,
on va chercher à savoir comment qu'on fonctionne, comment qu'on réfléchit, quelles sont toutes les émotions qui nous traversent et de fil en aiguille, on a des déclics, on a des prises de conscience et c'est ces prises de conscience qui font les déclics et qui font qu'on va penser et réagir différemment la prochaine fois. Notre responsabilité, c'est aussi d'aller chercher les informations, c'est aussi d'être curieux pour voir comment ça fonctionne et ensuite pour pouvoir transmettre. Notre rôle, il est aussi de transmettre, à tous les gens qui nous entourent. C'est pas forcément transmettre à un jeune. On peut transmettre une information à peu importe l'âge. Nous, je pense que toi et moi, on a déjà, appris d'un enfant, on a déjà appris d'un adolescent, on a déjà appris d'une personne adulte et d'une personne âgée et inversement, on a déjà enseigné à un enfant, à un ado, à un adulte et à un senior et je trouve que c'est important de transmettre cette curiosité. Mmh. Soyez curieux, allez chercher des infos, poussez votre réflexion, ne vous arrêtez pas juste: «Je suis triste». Non, soyez curieux. Qu'est-ce qui se passe derrière ça? Mmh. Mais la curiosité, je pense que pour le coup, c'est quelque chose qui se développe aussi et je suis pas sûre qu'on laisse réellement de la place, même à l'école. Je crois pas qu'on laisse beaucoup de place à la curiosité. En fait, on nous pose, globalement sur un plateau, en 1950, il s'est passé telle chose et en 1910, il s'est passé telle chose et tu dois l'apprendre et basta. Mmh. Au lieu, tu vois, d'être dans une, démarche proactive où on va chercher, où on fait des travails en groupe et tout ça, c'est des choses qui peuvent se faire beaucoup plus loin dans les études. Mais très jeune, c'est quelque chose qui se fait pas du tout. Ouais. On n'apprend pas à accompagner vers la découverte, vers l'enseignement, vers l'intellect, vers tout ce que tu veux. On donne des choses sur un plateau et donc la curiosité, sauf si à côté dans le domaine familial ou autre, il y a un endroit où on t'ouvre à et donc on t'éveille à cette curiosité, sinon je pense que c'est très difficile de l'avoir. Je rebondis parce que ça me fait penser fortement à ça. Soyez curieux parce que vous avez toujours une vérité. Et il y a pas qu'une vérité. C'est-à-dire que même ce qu'on vous apprend à l'école, c'est pas forcément la seule vérité, c'est pas forcément le seul regard sur une situation, en fait. Typiquement, tout ce qui est, histoire géo, d'un pays à l'autre, le regard, il change sur la situation. Il y a des gagnants et des perdants, ouais, déjà ça, mais ensuite, qu'est-ce qui s'est vraiment joué? Nous, on a notre regard sur une situation, un autre pays aura un regard différent et je trouve que c'est là où la curiosité, elle peut amener à équilibrer le regard, équilibrer le jugement et comprendre ce qui se joue de part et d'autre et je pense que ça permet de comprendre et d'être, plus tolérant sur pas mal de choses qui se déroulent. Bref, on s'écarte un peu du sujet, mais je pense que tout ça, c'est tellement intéressant et je trouve ça un petit peu dommage, moi je manque quand j'étais à l'école, je manquais de ça. Je trouve qu'on nous pousse pas à la recherche, on nous pousse pas à la curiosité, on nous pousse pas à la tolérance en allant chercher, tout ce qui se joue, tous les filtres qui sont en jeu parce que chacun a ses filtres, chacun réagit de sa façon. On manque de quelque chose quoi, à ce niveau-là. Mmh et puis je pense qu'en fait, ça va plus largement que ça et enfin, oui, on s'écarte du sujet et en même temps, j'ai l'impression qu'on est tout prêt aussi parce que si on avait cette ouverture à la curiosité, au fait d'aller chercher par nous-mêmes, au fait d'ouvrir à, tout un tas d'accompagnements, de possibilités et ainsi de suite, ça serait certainement beaucoup plus simple de traverser une montagne russe. Alors que quand, tu as été élevé dans un truc où on fait comme ça et après comme ça et après comme ça et ça se finit comme ça, et ben, tu sors pas de ce carcan-là et donc quand tu traverses, quand, je sais pas, moi j'ai combien de fois j'ai entendu par exemple, des familles dire, bah, il y a un coup dur, bah, il y a un coup dur, c'est la vie et c'est comme ça. Ouais, ça m'aide pas vachement à la traverser, en fait, là, ton coup dur. C'est hyper intéressant ce que tu dis peut-être, mais là, ça ne m'apporte absolument rien, ça ne m'aide pas à m'en sortir, ça ne me donne pas envie de m'en sortir, ça ne me donne pas de clé, ça ne me donne rien. Et en fait, je pense que c'est aussi ça et c'est d'autant plus intéressant du coup d'en parler aujourd'hui parce qu'on a eu beaucoup de familles et je pense que nous-mêmes alors enfin moi par exemple, j'ai été dans une famille où ils exprimaient très, très peu leurs émotions. Ils m'interdisaient pas de le faire mais heu, en tant que rôle modèle, ils ne m'ont jamais montré qu'on pouvait le faire non plus, donc ça revient un petit peu à la même chose finalement et et donc si tu pas cette curiosité d'aller voir ailleurs et de comprendre comment ça peut se passer autrement et comment du coup tu peux traverser par exemple une montagne russe autrement, ben tu restes toujours dans les mêmes schémas et tu reproduis la même chose que tout le monde. Et Dieu merci que, malgré le fait que pour, ma famille, c'était pas évident de montrer leurs émotions et tout ça, ils ont su m'ouvrir à la curiosité, ils m'ont toujours
poussé à aller chercher. Ils m'ont toujours dit: «Tu ne regardes jamais un seul endroit, tu ne prends jamais de décision quand tu as vu qu'un seul endroit» et donc c'est ça qui me permet aujourd'hui aussi de m'ouvrir plus facilement et de me dire: «Ben, même si eux font pas comme ça, c'est pas pour autant que je dois faire la même chose», tu vois? Donc pour moi, c'est quand même hyper cohérent et ça va aussi dans ce qui peut nous permettre de dépasser, les moments où on est sur des pics émotionnels. Mmh. Hyper intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi et hem et je voulais juste aussi revenir, sur quelque chose et je n'arrive plus à remettre le doigt dessus forcément, parce que j'étais absorbée par ce que tu disais. Oui, voilà. Je trouve aussi que c'est très important. C'est pas facile. Je suis en train, littéralement de faire l'exercice, mais je trouve que libérer la parole, ça permet de montrer effectivement un regard, une situation, une montagne russe et pourquoi pas des solutions. Franchement, c'est pas facile, hein, libérer la parole. On en parle de plus en plus, oui, il faut libérer la parole et je pense qu'on est vraiment la génération qui va libérer la parole. Je pense que c'est vraiment notre rôle et je pense que je vais prendre vraiment mon exemple parce que là, ça me parle et je viens de le dire, je suis vraiment en train de traverser ça. Je pense qu'effectivement, mon rôle au niveau de la communauté, au niveau de la société, je pense que et c'est le rôle de n'importe qui, hein. Chacun enfin, si vous voulez prendre le rôle, allez-y, prenez-le. Mais je pense que faut que chacun joue un peu le jeu de libérer la parole sur certaines thématiques. Alors, encore une fois, on y va tout doux, hein, en bienveillance, parce que des fois, pas qu'il y ait des dérapages et que ça aille trop loin avec certains mots, mais je pense que si on fait la démarche dans la bienveillance, dans le but d'apporter euh, un nouveau regard, un soutien, une aide à quelqu'un, c'est génial. J'ai rarement eu autant de messages depuis que je suis en train de libérer la parole et de gens qui me disent, «Waouh, c'est génial, comment tu fais?» et cetera et je pense que du coup, de diffuser ce partage, de diffuser nos expériences, de diffuser nos montagnes russes, c'est bénéfique pour tout le monde parce qu'on apprend des uns et des autres, on apprend des expériences de tout le monde. C'est comme ça aussi qu'on trouve des solutions, des petits, conseils et cetera. Je pense qu'il y a plein de domaines où on peut libérer la parole et du coup, bah, en partageant nos expériences, aider quelqu'un à surmonter les montagnes russes. Mmh. Je pense que oui, c'est hyper important et qu'en effet, c'est aussi, peut-être le côté bénéfique des réseaux sociaux. On en a parlé nous, entre nous, il y a pas que des côtés bénéfiques, mais celui-ci, c'en est certainement un et pour terminer, j'aimerais bien parce qu'on a parlé de plein de sujets dans cet épisode, mais du coup, je me dis pour terminer, ça pourrait être chouette de concrètement, si, toi, tu dois donner 3 choses, 3 conseils, peu importe, que les personnes qui nous écoutent aujourd'hui doivent retenir par rapport aux montagnes russes. Si tu ne dois n'en choisir que 3, c'est quoi les 3? Exercice très compliqué parce que pour moi, il y a tellement d'étapes par lesquelles on peut passer. Déjà accueillir, on revient toujours à la même chose, mais je pense vraiment faut accueillir, faut se laisser submerger par, par l'émotion. En 2, je dirais lâcher prise parce que moi, ça m'a beaucoup aidée à traverser pas mal d'épreuves ces derniers temps. Lâcher prise, faire totalement confiance en la vie. Même si c'est pas facile, lâchez prise, ayez confiance, ayez foi en ce que la vie vous réserve. Le dernier, hem, prendre de la hauteur et se détacher. J'arrive pas à choisir entre les 2. Pour moi, ça se rejoint beaucoup. Je pense qu'il faut pas prendre certaines choses personnellement. Des fois, il y a des choses, c'est beaucoup plus grand que nous. Faut pas être le petit noyau du monde, genre: «Ah, pourquoi ça m'arrive à moi?» On est tous là pour expérimenter certaines choses. Je dis ça, je le traverse, hein, c'est pas facile de dire ça, hein, mais c'est se détacher, prendre de la hauteur, ouais, voilà. OK. Et toi? Bah, du coup, je me dis que je vais pas dire la même chose que toi parce que ça aurait pas forcément de sens qu'on répète 2 fois la même chose, même s'il y en a, enfin, je suis d'accord avec tout, mais il y en a qui me viennent vraiment en premier. Moi, du coup, j'aurais tendance à dire déjà être, sa meilleure amie avec soi-même Oui. parce que, c'est hyper important et ça permet de traverser les choses avec beaucoup plus de douceur. Mmh. Hem, Deuxièmement, vraiment essayer d'apprendre petit à petit et ça prendra du temps et ça prend du temps toute une vie, hem, d'analyser et de se comprendre, notamment là, par exemple, dans le cas d'une émotion, de comprendre le besoin. Parce que si tu comprends le besoin, tout le reste vient très facilement, en fait. C'est vraiment, la clé du milieu, mais c'est la clé qui potentiellement débloque tout ce qu'il y a autour. Donc je dirais ça en deuxième et troisième, et ben
Je vais revenir sur quelque chose dont on parle dans plein de podcasts, on n'en a pas parlé aujourd'hui, mais ne pas hésiter à se faire accompagner. Parce que là, on n'en a pas forcément parlé, c'était pas, forcément la thématique principale, mais ça va avec toutes les thématiques. À un moment donné, quand on sent que c'est trop compliqué, c'est OK de se faire accompagner et il vaut mieux prendre, la décision rapidement quand on sent qu'on est en train de plonger, plutôt que d'attendre d'être tombé, tout au fond pour, se dire: «Peut-être que je vais aller voir quelqu'un pour remonter», donc voilà, ne pas hésiter. Je suis contente qu'on soit à 2 pour proposer 3 solutions parce que du coup, ça fait 6 solutions. Exactement, on a un peu grugé là. Vraiment, n'hésitez pas à nous faire un petit retour par commentaire. Comment, vous surmontez les montagnes russes? Est-ce que ce dont on vous a parlé, ça vous parle? On aime vous lire, ça nous fait chaud au cœur parce que, c'est difficile, voilà, nous on discute sur notre podcast, mais c'est vrai que quand on a un retour, on a l'impression que ça a de l'impact, ça fait sens. Donc merci à toutes les personnes qui likent, qui nous envoient un petit message, qui mettent un commentaire, parce que vraiment ça fait sens pour nous. On est ravis de pouvoir, planter une petite graine et aider à notre échelle de cette façon-là, de manière gratuite avec le podcast. Donc n'hésitez pas à liker, mettre un petit commentaire, nous envoyer un petit message de soutien, ça fait très chaud au cœur et on a hâte de vous retrouver dans un futur épisode. À très vite.